Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, une trentaine de quartiers de Yaoundé et ses environs privés d'eau potable depuis ce vendredi. La Camwater en charge de la distribution parle d'une coupure nécessaire à la jonction entre le nouveau réseau de Batienga et le réseau de la capitale. La coupure va durer jusqu'à dimanche prochain et rappelle les difficultés du gouvernement à étancher la soif des populations à Yaoundé. Dans certains quartiers généralement privés d'eau potable, l'annonce est accueillie avec une pince de colère. Reportage à suivre dans un instant. Un acte de provocation supplémentaire, réaction des syndicats après la suspension de solde de plusieurs enseignants dans la région du Nord. La décision est du gouverneur de la région, Jean Rabaté-Edi, évoque des manquements professionnels à l'encontre des concernés. Il s'agit des enseignants ayant suivi le mot d'ordre de grève du mouvement OTS. Les détails, c'est à suivre dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, une trentaine de quartiers et villages de Yaoundé et de Soa privés d'eau potable pendant 3 jours. Camwater, qui annonce la mauvaise nouvelle, prévoit des approvisionnements par camion-citerne. Seulement, dans certains quartiers visés, les populations n'ont pas vu le précieux liquide sortir des robinets depuis des lustres. Joël Essengue et Marcelin Granson. Bien avant l'annonce des perturbations dans la fourniture de l'eau potable, certains quartiers de la capitale peinaient déjà à avoir accès au précieux liquide, comme le témoigne cet élève que nous croisons sur l'une des rues du quartier Emana, dans le 1er arrondissement de Yaoundé. Ça fait depuis peut-être 2 mois que l'eau ne coule plus ici, donc je sors de la source après Ombanongo. On n'a pas le choix puisqu'on rentre des classes. S'il y a les choses à faire, il faudra de l'eau, donc on doit aller chercher. Parfois même on passe souvent au puits, aller puiser de l'eau. C'est juste une eau pour les travaux ménagers à la maison et tout. L'eau à boire, on n'a pas. C'est vraiment difficile pour nous ici au quartier. Ce sont au total 28 quartiers de Yaoundé et de Soa qui sont concernés par le communiqué publié par Camwater. Du 3 au 5 novembre, les populations sont invitées à supporter les désagréments consécutifs à l'indisponibilité de l'eau potable. Normalement, ça vient toujours après 2 jours. Mais depuis 5 jours, on n'a pas de l'eau. Donc lorsqu'on a des difficultés à avoir de l'eau, on se rend dans des forages pour en chercher. Donc c'est 25 le bidon de 10 litres, 50 le seau de 20 litres. Selon Camwater, les perturbations observées ce week-end sont dues aux travaux de raccordement du projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé et de ses environs. Des travaux rendus à la 5e étape et qui se déroulent sur le site d'Etoudi. Avec une offre actuelle qui tutoie les 115 000 m3 pour une demande journalière estimée à 315 000 m3. Le gouvernement croit du confère qu'à la fin des travaux, Yaoundé et ses environs n'auront plus soif. Le projet devant fournir 300 000 m3 d'eau par jour, extensible à 400 000 m3. Mais les populations attendent de voir pour croire. Et dans le village Niala Sopom PK10, une procédure d'installation d'un chef de 3e degré passe mal pour les populations. Le sous-préfet est accusé d'avoir brûlé les étapes en prenant fait et cause pour l'un des candidats qu'il entend installer demain samedi 4 novembre. L'attitude de l'autorité administrative a provoqué le courroux des populations de ce quartier situé dans l'arrondissement de la 3e. Pierre Laverdu-Omban, Dani Warren 2. Les têtes de proue d'un mouvement de contestation contre l'installation d'un chef de quartier désigné de fait par l'autorité administrative ici. Ici à Sopom PK10, vraiment nous revendiquons qu'il y ait un vote pour notre chefferie. On doit élire un chef et non imposer un chef. Un mouvement de contestation qui prend sa source après une note de service du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e relative à la désignation d'un chef de quartier sans faire allusion à une quelconque élection. C'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Nous voulons un chef qui a été élu par la population. Et c'est ce que nous décrions. Le sous-préfet est ici accusé d'avoir pris sur lui de désigner Benim Emmanuel Maudit comme chef de quartier de fait de Sopom PK10 Plateau. Une effraction de l'autorité administrative selon ces derniers. Nous accusons le sous-préfet de Douala 3e comme étant celui-là qui voudrait nous imposer un chef du quartier. Nous sommes à PK10 Sopom. Nous avons toujours eu à procéder par des élections transparentes et libres.
Au jour d'aujourd'hui, on nous impose un chef du quartier. Un chef de quartier de fait, pour un quartier pourtant reconnu depuis avril 1994 comme un quartier du village Niala dans le canton Bassa. Le chef de village même est venu nous dire que calmez-vous, les choses vont changer. Mais notre grande surprise, un troisième larron qui n'était même pas compté, parmi les promis, qu'on nous dit que c'est notre chef. Nos sources font savoir que malgré toutes ces contestations portées à l'endroit du sous-préfet de Douala 3e, celui-ci envisagerait tout de même l'installation de Benim Emmanuel Maudit comme chef de quartier de fait du quartier Sopom PK10, un projet qui passe mal pour ces populations qui entendent ne pas s'arrêter là. La situation qui pourrait virer au pire a été portée devant le préfet du Vouri pour arbitrage. Et dans la région du Sud, la commune de Kribi 1er accuse la mairie de la ville de ne pas reverser fidèlement la redevance portuaire conformément à la loi. Au cours du conseil de recadrage budgétaire, les conseillers ont interpellé le préfet sur le sujet. Une situation préjudiciable à la commune de Kribi 1er qui doit 4 mois de salaire impayé à son personnel. Le reportage de Joseph Abenabena. La redevance portuaire n'est pas reversée à la mairie de Kribi 1er par la communauté urbaine de Kribi. C'est le sujet qui divise ici, dans ce conseil de recadrage budgétaire, et Madame le maire le rappelle fort opportunément à Monsieur le prophète de l'océan. Vous le déplorez, Monsieur le préfet, on peut regretter qu'à date, notre commune a reçu l'équivalent d'un seul trimestre qui a été viré, plus précisément le 13 du mois en cours. Cette dotation qui fait l'objet, faut-il le rappeler, d'un reversement obligatoire conformément à l'article 404 alinéa 2 de la loi de référence en vigueur de CPI. Cette situation n'est pas sans conséquence dans cette commune d'arrondissement qui totalise aujourd'hui 4 mois de salaire impayé à son personnel. Très grande conséquence parce que lorsqu'on parle de fonctionnement, vous pouvez comprendre ce qu'est le fonctionnement. Et le fonctionnement, vous l'avez entendu tout à l'heure, il s'agit aussi du paiement des salaires parce qu'une dotation, vous l'avez appris, pour le compte de 2023, nous attendons parce que ce n'est pas fini, plus de 100 millions de la communauté urbaine au vu de ce qui est reversé par la douane. Et malheureusement, ça ne marche pas. Le prophète de l'océan, qui ne se réjouit pas de cette situation, demande toutefois à l'exécutif de Kribi 1er de mettre un accent pour le recouvrement des recettes propres. Inviter une fois de plus Madame le maire de la commune d'arrondissement Kribi 1er à mettre un accent sur le recouvrement des recettes propres. Parce que nous avons pu constater que ces recettes sont très faibles, alors que les besoins des populations sont assez élevés. Au-delà de ne pas reverser fidèlement cette redevance aux communes d'arrondissement de Kribi, la communauté urbaine semble impuissante devant des tonnes d'ordures et d'immondices qui menacent au quotidien la santé des populations. Un acte de provocation supplémentaire, réaction des syndicats après la suspension du salaire de plusieurs enseignants dans la région du Nord. La décision est du gouverneur de la région, Jean Abaté-Edi, qui évoque des manquements professionnels à l'encontre des concernés. Il s'agit des enseignants ayant suivi le mot d'ordre de grève du mouvement OTS, une nouvelle étape franchie dans la répression des grévistes selon les enseignants. Jires Yopa et Donald Briskamgan. Les actes ont été pris fin octobre dernier pour la plupart par le gouverneur de la région du Nord. Dans ces arrêtés qui ont fuité sur les réseaux sociaux, on lit le motif de manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Il s'agit des enseignants du lycée classique et moderne de Garoua. D'après leurs collègues du mouvement OTS, les enseignants ainsi privés de salaire sont ceux ayant répondu à la cessation d'activité. Nous assistons, n'est-ce pas, à ce genre d'actes qui font, n'est-ce pas, une apologie de la dictature. Et un refus catégorique de résoudre le problème des enseignants, c'est vraiment une provocation de plus. Jean Abaté-Edi, le gouverneur dit s'appuyer sur un rapport du proviseur du lycée classique et moderne de Garoua, rendant compte des enseignants solidaires du mot d'ordre de grève en cours dans les établissements scolaires depuis septembre dernier. Chez les enseignants, on souligne que l'acte de l'autorité administrative est frappé d'illégalité, les enseignants sanctionnés n'étant pas passés par un conseil de discipline. Ces enseignants ne sont pas passés à un conseil de discipline. Il n'y a pas eu un dossier disciplinaire contre eux.
Les enseignants sont en train de revendiquer l'application des instructions du président de la République. Quelle est la faute qu'ils ont commise en le faisant? Le principal adversaire à la réalisation des objectifs de ce mouvement, ce sont les administrateurs civils et nos collègues administrateurs scolaires, dont les proviseurs et chefs d'établissement. La suspension de salaire concernerait près d'une dizaine d'enseignants du lycée classique et moderne de Garoua. L'acte du gouverneur intervient alors que l'on est rendu au 3e mois de l'année scolaire. Les cours sont toujours fortement perturbés dans les établissements scolaires en raison de la cessation d'activité débutée en septembre dernier au Cameroun. La commune de Pendia a un nouveau maire, Charlie Olivier Lobert-Priso, du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, vient d'être élu au cours de la session extraordinaire du conseil municipal pour remplacer René Monfort, son prédécesseur, destitué le 17 septembre dernier pour opacité dans la gestion des affaires de la mairie et absentéisme notoire. Les travaux qui visaient également l'élection du 4e adjoint se sont déroulés en présence du préfet du département du Mungo, Charlie Olivier Lobert-Priso, plus jeune conseiller municipal et architecte de formation, et le 3e maire élu à la tête de cette municipalité pour la mandature en cours. Le premier, Paul-Éric Kinguet, étant décédé en mars 2021. Ordre national des médecins du Cameroun, le ministre de la Santé publique convoque l'Assemblée générale extraordinaire élective le samedi 9 décembre prochain. Dans un communiqué rendu public ce jour, Manaouda Malachi indique que cette Assemblée générale, qui fait suite aux travaux entamés par le gouvernement en collaboration avec le Conseil sortant de l'Ordre des médecins du Cameroun et les 7 candidats déclarés à l'élection au poste de président du Conseil de l'Ordre, est ouverte aux 2883 médecins à jour de leur cotisation au 14 décembre 2022, dont la liste est rendue publique et consultable au ministère de la Santé publique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours en santé, la couverture de la planification familiale se chiffre à 15%, plus de 2 décennies après sa mise en œuvre au Cameroun. Une situation qui tient à de nombreux blocages, dont l'approvisionnement ou encore les ressources humaines. Le gouvernement et ses partenaires qui ambitionnent de passer à 30% de taux de couverture multiplient les projets de mise en œuvre. Le reportage d'Élisée Bogba et Ben Christie. Après des décennies de mise en œuvre, la planification familiale n'est toujours pas à la portée de tous au Cameroun. Pour preuve, selon les chiffres du ministère de la Santé publique, l'accès des femmes aux contraceptifs reste limité. Là, nous sommes à 17,4 pour les femmes mariées et pour toutes les femmes au Cameroun, nous sommes en 19,5. Actuellement, nous sommes en 26,4 pour les besoins non satisfaits. À l'origine de cette situation se trouvent de nombreux blocages. Il y a beaucoup de ruptures de stock dans les hôpitaux. On a aussi les zones qui ne sont pas couvertes parce qu'on n'a pas assez de moyens. On n'a pas vraiment les prestataires en quantité et en qualité. Beaucoup de médicaments avant que ça arrive dans les différentes formations sanitaires. Soit c'est déjà la date de péremption est déjà proche, soit c'est même déjà périmé. Pour améliorer l'accès aux contraceptifs, le Cameroun et l'Agence des États-Unis pour le développement international préparent le lancement du projet Propel Health qui vise à améliorer la planification familiale au Cameroun. Le projet est là pour soutenir le ministère de la Santé et nous permettre d'atteindre nos objectifs de pouvoir identifier des activités qu'il faut mettre en place pour déjà sensibiliser la population pour le changement de comportement. Selon le ministère de la Santé publique, ce projet devrait permettre de diminuer notamment la mortalité maternelle. La planification familiale permet de réduire la mortalité maternelle puisque ça permet à la femme d'espacer les accouchements, d'éviter même les grossesses indésirées. Le gouvernement entend d'ici 2030 faire passer de 15 à 30% le taux de couverture de la planification familiale au Cameroun. Hors de nos frontières, Paul Kagame lève les restrictions de voyage au Rwanda. Désormais, tout citoyen du continent désireux de s'y rendre n'aura plus besoin de visa. Cette mesure mise en œuvre classe le Rwanda 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. Et en Ouganda, le gouvernement fustige l'annonce des États-Unis de le retirer de l'accord commercial de l'AGOA en raison de violations des droits humains. Et au 28e jour de guerre entre Israël et le Hamas, le puissant chef du Hezbollah libanais prend la parole pour indiquer si oui ou non il entrera en guerre
contre l'État d'Israël. La mouture internationale porte la signature de Josiane Gok et Jean-Paul Mboyo. Les Africains n'auront plus besoin de visa pour voyager au Rwanda. C'est l'essentiel de l'annonce du président rwandais Paul Kagame au 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. Cette fin de la restriction d'entrée légale au Rwanda vise à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Pour Paul Kagame, les Africains sont l'avenir du tourisme mondial. Une fois cette mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Paul Kagame a du reste vanté le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée pour un continent dont 60% des touristes proviennent environ de l'extérieur, selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En Ouganda, le gouvernement fustige l'annonce des États-Unis de retirer le pays de l'accord commercial de l'AGOA en raison des violations des droits humains. Selon les autorités ougandaises, cette décision nuirait à ses agriculteurs et petites entreprises. Washington a annoncé cette semaine qu'elle excluait à partir de janvier 2024 l'Ouganda de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires du African Growth and Opportunity Act. Ce test datant de 2000 permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droit de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit, ou encore de lutte contre la corruption. Dans le conflit Israël-Hamas, 4 écoles de l'ONU abritant des déplacés ont été touchées par des bombardements israéliens, notamment dans le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand de l'enclave palestinienne, bombardé à plusieurs reprises depuis mardi. Pour la première fois depuis le début du conflit, le puissant chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah s'exprime ce vendredi. Il indiquera si oui ou non le Hezbollah entrera de plein pied dans le conflit. En page sport de ce journal, le pays organisateur a-t-il plus de chances que les autres de remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Réponse certainement à partir du 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il parvient à se hisser en finale de la CAN, la victoire n'est pas du tout garantie pour le pays hôte. C'était notamment le cas en 1965, 1982 et 2000. Retour dans Chemin de Cannes ce soir sur les 3 finales à l'issue desquelles le pays hôte a mordu la poussière sur ses propres installations. C'est avec Aïssiré. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. Du 12 au 21 novembre 1963, la Tunisie accueille la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 6 pays répartis en 2 poules prennent part à la compétition. La poule A est composée de la Tunisie, du Sénégal et de l'Éthiopie. Dans la poule B, l'on retrouve le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Congo Léopoldville. Au terme du premier tour, la Tunisie, première du groupe A, et le Ghana, premier du groupe B, sont qualifiés pour la finale programmée le 21 novembre 1965. La rencontre est âprement disputée. Odoy ouvre le score pour le Ghana à la 37e minute. 10 minutes après, Chetali égalise pour la Tunisie. Le même Chetali va donner l'avantage à la Tunisie à la 67e minute. Mais Kofi rétablit l'équilibre à la 79e. 2 buts partout, c'est le score à la fin des 90 minutes. Aux prolongations, 96e minute, Odoy offre la victoire au Ghana, 3 buts à 2. La Tunisie perd la CAN 1965. C'est la première fois qu'un pays hôte parvenu à l'étape de la finale n'arrive pas à s'imposer. En 1982, la CAN se dispute en Libye. Après une première confrontation, notamment en match d'ouverture de la compétition, soldé sur le score de 2 buts partout, la Libye et le Ghana se retrouvent à nouveau en finale. Au stade du 11 juin de Tripoli, le Ghana ouvre le score à la 35e minute, un but de Alassane. Grâce à El Béchari à la 70e minute, la Libye égalise 1 but partout. Au tir au but, le Ghana réussit 7 tirs contre 6 pour la Libye. Le pays hôte est battu en finale. C'est la 2e fois que cela arrive à la CAN. Mais l'histoire se répète en 2000. Le Nigeria, co-organisateur de la 22e édition de la CAN avec le Ghana, effectue un parcours presque sans faute jusqu'en finale. D'abord en match de poule, le Nigeria l'emporte 4-2 contre la Tunisie, grâce notamment à un hat-trick de Nwankwo Kanu. Face au Maroc, le Nigeria s'impose 2-0 avant de faire jeu égal, 0 but partout contre le Congo.
Au quart de finale, le Nigeria se débarrasse du Sénégal 2-1, doublé de Julius Agaowa. Demi-finale, l'Afrique du Sud passe à la trappe 2-0, 2 buts de Babangida. La finale de cette 22e CAN oppose le Nigeria et le Cameroun. 60 000 spectateurs sont réunis au Surulere Stadium de Lagos le 13 février 2000. Samuel Eto'o, 26e minute, et Patrick Mboma, 31e minute, permettent au Cameroun de mener 2-0. Chukwu, 45e minute, et surtout JJ Okocha, 47e minute, égalisent pour le Nigeria 2 buts partout. Au tir au but, le Nigeria s'incline finalement 3-4. En 33 CAN, les pays organisateurs ont échoué en finale 3 fois. La Tunisie en 1965, la Libye en 1982, le Nigeria en 2000. Ce programme vous a été présenté par Razel. Live the moment. Des publi-reportages dans cette édition du 20h. Express Union se métamorphose. L'entreprise financière se dote d'une nouvelle identité de marque afin d'améliorer la qualité de ses services. Reportage. Les habits neufs de Express Union. L'institution financière se dote d'une nouvelle identité de marque afin d'améliorer la qualité de ses services. Au plan visuel déjà, le logo change. Le logo reprend 2 thématiques. La couleur, le bleu, pour nous, c'est la lumière, l'universel. Le globe, c'est la portée universelle et internationale des services. La dynamique d'innovation, de progrès, aussi le sourire, l'accueil, qui sont vraiment des piliers de ce que Express Union va incarner pour les communautés qui sont servies et qui vont continuer à être servies pour de nombreuses années. Express Union scelle une nouvelle alliance avec sa clientèle. L'une des principales rénovations porte sur l'innovation digitale, notamment Express Union Mobile Money, EURM, qui s'améliore. Nous apportons des nouveaux services digitaux qui se traduisent par le service Express Union Mobile Money, qui est le service de transfert d'argent à l'international, qui se fait à travers notre application Android. Nous avons le service Express Union Mobile Money, qui est une réponse aux besoins des populations pour leur quotidien, qui va au-delà du transfert, qui va au-delà des paiements, qui va au-delà de l'achat des besoins sociaux. Mais bien plus qu'une simple entreprise de transfert d'argent, Express Union excelle dans l'intermédiation financière, toute chose qui permet aux 50 millions de personnes qui constituent sa clientèle de mener leurs opérations et de réaliser leurs projets en toute quiétude. Nous avons conçu un certain nombre de produits pour accompagner toutes les couches de notre clientèle avec de très petits crédits, la collecte journalière qui vous donne droit à des crédits d'accompagnement, des petits crédits pour les clients particuliers, le crédit immobilier. Express Union, c'est 17 années d'expérience dans le domaine de la finance, 17 années de présence dans la sous-région et au-delà. Dans le prolongement du succès du partenariat avec les ministères en charge de l'éducation, en vue de faciliter le paiement des frais de scolarité des élèves, Express Union se réinvente afin d'être plus proche de sa clientèle. Express Union, se réinventer pour mieux vous servir. MTN Cameroun inscrit les personnes en situation de handicap au cœur de ses initiatives sociales. Le programme baptisé MTN Quatal, dédié à cette catégorie de population, a permis d'offrir à quelques-uns d'obtenir gratuitement le nécessaire pour se lancer dans la distribution des produits de cet opérateur de téléphonie mobile. Reportage. Respectivement handicapés visuels et handicapés motrices, ces femmes pourront désormais mener une activité leur permettant de gagner décemment leur vie. MTN Cameroun vient de remettre à chacune d'elles un kit pour la distribution des produits de cet opérateur de téléphonie mobile. Le kit, vous avez un chasuble qui peut porter, qui permet de les identifier. Vous avez une table et puis un parasol. Et vous avez tous les accessoires qui leur permettent de faire les activités au quotidien. Et en plus, maintenant, cette cible principale avec un téléphone
qui leur permet au fait d'effectuer l'activité de transaction en termes de cash in, cash out. Donc tout ce que nous faisons comme activité mobile money, ils peuvent le faire aisément devant leur maison et contribuer à leur propre épanouissement. Mais sur les SIM qu'on leur a donné également, il y a 250 000 qui est là-dessus, qui leur permet désormais d'être totalement autonomes en termes d'activité et aussi de participer à la vie de leur famille et à la vie de la société générale. L'accompagnement de MTN Cameroun à ses couches sociales en situation de vulnérabilité s'inscrit dans le cadre de son programme d'inclusion sociale baptisé MTN Kautal. J'ai été sélectionnée par MTN passant par une dame qui m'a dit MTN avait lancé un don pour des personnes en situation de handicap. En fait, je n'y croyais pas. Bon, je me suis quand même inscrite et ça a fait pratiquement 3 semaines après. On m'a appelé par ma puce MTN et me fait comprendre que j'ai été sélectionnée pour le projet qui a été lancé pour les personnes en situation de handicap pour l'inclusion sociale. Hésitante au départ, elle finit par se rendre compte de ce que la manne lui tombait du ciel. Je me suis dit, je me lance aussi, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, ce matin, donc, il m'a encore fait appel aux environs de 12 heures pour me dire qu'il faut qu'on se voie parce que la cérémonie aura lieu à partir des 14 heures. C'est où donc je suis allée en s'en rencontre jusqu'à ce que je me retrouve à MTN Cameroun avec tous les décors et tout ce que nous voyons là, jusqu'à ce qu'on me remette tous les cadeaux que nous voyons là maintenant. 2 chômeurs de moins parmi les personnes en situation de handicap. Les autorités en charge des affaires sociales ont de quoi s'en réjouir. Les personnes vivant avec un handicap peuvent espérer pour un avenir meilleur. Et nous pensons que MTN va demeurer l'entreprise citoyenne et nous appelons aux autres entreprises de copier, n'est-ce pas, un bon exemple. Cette action n'est qu'une infime illustration de l'attention que MTN Cameroun accorde à la personne handicapée. Depuis le mois de juin, nous avons mis en place un élément pour que nous assurons que dans tous nos services centers et tout ce qui est service off-front, nous mettons en accent et donnons l'opportunité à ces gens-là de servir dans toutes nos communications corporate. Ils sont signés. Donc ça veut dire que nous marquons des actions de signes pour pouvoir permettre à d'autres qui n'arrivent pas à comprendre d'entendre ce que nous passons comme message. Lors de la cérémonie de remise de ces kits, présidée personnellement par la directrice générale de MTN Cameroun, les 2 premières bénéficiaires du programme MTN Kautal de la région de l'Ouest ont promis de travailler avec tout le sérieux afin de donner raison à ceux qui leur ont fait confiance. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie dès qu'il en soit. C'est dans un court instant avec Serge Alaotouf aux commandes. Serge. Suspension de solde pour une dizaine d'enseignants du lycée classique et moderne de Gap. Un acte de provocation supplémentaire, ainsi réagissent des syndicats après la suspension de solde de plusieurs enseignants dans la région du Nord. La décision est du gouverneur de cette région, Jean Abatédi, évoque des manquements professionnels à l'encontre des concernés. Il s'agit bel et bien des enseignants ayant suivi le mot d'ordre du mouvement « On a trop supporté ». Serge Alaoto, il faut préciser que c'est une nouvelle étape franchie dans la répression des grévistes selon les enseignants. Voilà, c'est dans l'essentiel et qui en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Bon week-end à vous. Excellent à vous aussi. Et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, la suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités, Raoul Lemopi, Robert Kedia, Eric Pepembikaï et Arthur Assam. Arthur Assam, voilà, vous étiez en train de parler de des conséquences qu'il pourrait avoir après tout ce que les enseignants subissent aujourd'hui. Il peut y avoir des départs massifs. À n'en point douter, je crois que cela ne fait l'objet d'aucun doute qu'aujourd'hui, tout enseignant, voilà, tout jeune qui a embrassé la profession, dans l'espoir que dans un cours à venir, dans un avenir plus ou moins lointain, il pourra avoir, n'est-ce pas, raison, voilà, la fierté même d'avoir choisi ce corps, s'étant retrouvé dans la déconvenue. Je pense que la seule issue aujourd'hui et celle que nous constatons, c'est pas nous qui avons donné les chiffres, encore que au début de la grève, le 4 septembre, nous avions déjà évoqué le chiffre de 1300 enseignants qui seraient sortis du pays uniquement pour l'année scolaire passée. Donc les chiffres qui viennent donc confirmer, n'est-ce pas, nos statistiques, qui viennent, n'est-ce pas, de la voie la plus autorisée, qui parle donc de 1500
71 enseignants en abandon de poste, et dans la plupart des cas indiquent qu'ils seraient hors du pays. C'est pour dire que c'est le gouvernement lui-même, le système de fonctionnement du pays et les conditions dans lesquelles on donne aux enseignants de travailler qui est à l'origine, n'est-ce pas, de cette ruée vers l'extérieur. Donc les causes sont en interne et il n'y a qu'en interne qu'on peut trouver les solutions. Raoul Lemopi, sur cette question, je me pose des questions sur le timing. Voilà. Est-ce que c'était opportun pour le ministre des Enseignements secondaires de sortir ce chiffre-là, en ce moment-ci, qui a ce malaise? En plus, il y a ce qui nous vient de Gawa. D'où cette thématique aujourd'hui. Est-ce que ceux-là qui sont aujourd'hui menacés ne sont pas de potentiels candidats à l'immigration? Non, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu à le dire à plusieurs reprises sur ce plateau que la ministre des Enseignements secondaires fait dans le désordre. C'est le désordre qu'elle fait. C'est le désordre pourquoi? Parce qu'elle était obligée de sortir ces chiffres en ce moment-ci. D'abord, en termes, n'est-ce pas, de l'opportunité de mettre en circulation cette liste, on peut bien la questionner. Mais aussi à côté de cela, est-ce que les noms qui y figurent dans leur immense majorité sont ceux des personnes qui ne sont pas en poste? Vous savez ce qui se passe au CETI de Mombo? Le CETI de Mombo est à côté de nous. Plusieurs enseignants, ils sont 8, dont le nom figure sur cette liste-là, qui sont en poste. Et je vais vous dire, et qui nous donne l'occasion de parler de cela, lorsque les enseignants ont été informés de ce que leur nom se retrouvait, n'est-ce pas, sur cette fameuse liste, dans cette fameuse liste, ils ont pris en assaut la délégation départementale des enseignements secondaires pour la Sanaga maritime. Donc, il n'aime pas trop ce terme guerrier-là. Prendre en assaut. Oui, prendre en assaut. Je vous ai dit qu'on est en guerre. Ah bon? Alors, les gars ont pris en assaut la délégation départementale des enseignements secondaires pour la Sanaga maritime. Et une voix autorisée, que je ne vais pas nommer ici, leur a fait simplement comprendre que c'est une démarche malheureuse parce que, et je vais citer cette voix, même le gouverneur de la région du littoral, dans leur réunion administrative de sécurité, a demandé de ne pas provoquer les enseignants. Donc, on est clair qu'il s'agit ici d'une provocation. Et cette provocation peut coïncider avec des plans macabres qui sont pensés dans les officines de Kedia pour jeter de l'huile dans le feu. Parce que véritablement, ils cherchent leurs camarades. D'où est-ce que l'étincelle peut partir pour se réapproprier ces éléments-là comme on voit dans le nozo. N'ayons pas peur de le dire. On est dans une situation de coup d'état scientifique que les gens sont en train de préparer. Ils essaient à gauche, ça ne passe pas. Ils essaient à droite, ça ne passe pas. Vous pensez par exemple que le gouverneur de la région du Nord, qui a rendu public, n'est-ce pas, ces décisions, ne sait pas très bien que ce qu'il est en train de faire là, c'est la terre à coup au président de la République pour être ministre. Et il ne sera pas ministre. Il faut aussi le dire, puisque... Non, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il y a le pouvoir discrétionnaire, il y a le pouvoir discrétionnaire, il y a la rationalité des faits. Il y a la rationalité des faits. C'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le président de la République, après tout, est d'abord notre serviteur. Oui. Il nomme qui veut aux emplois civils et militaires. Je dis précisément que, parlant du gouverneur de la région du littoral, il ne va pas le nommer. Du Nord, il ne va pas le nommer. Je voudrais revenir sur... Tu ne veux pas qu'il le nomme. Il ne va pas le nommer. Il ne va pas le nommer. Ça c'est vous qui le dites. Alors, revenons maintenant sur certaines choses qui ont été dites ici. Non, je voudrais mettre sur l'immigration. Ces actes qui sont posés là, il y a eu... Est-ce que ça... ça n'ouvre pas. Vous verrez que ça ira dans ce sens. Ok, allez-y. Alors, par rapport à ce qui a été dit ici, lorsqu'on parle de l'immigration, bien sûr, le fait que ces pays-là, qu'on ne veut pas citer ici, là, se pressent à absorber, n'est-ce pas, ces pays-là sont plus le potentiel intellectuel du Cameroun est quand même la preuve qu'après les extractions minières, on a affaire à des extractions culturelles et les extractions des intelligences. Les anciens du Cameroun ne sont pas aussi des idiots comme on peut le penser. Parce que des grandes nations comme celle-là ne peuvent pas construire, n'est-ce pas, leur développement autour des personnes de moindre valeur. Et je veux dire, lorsque nous nous trouvons en situation de précarité, c'est un réflexe normal de chercher les bouées de sauvetage.
Emmanuel Kant est un philosophe allemand. Il a dit préserver sa vie quand on le peut est un devoir. Et on peut préserver sa vie en quittant le Cameroun. Il faut qu'on le dise très clairement. Parce que quelqu'un a voulu nous faire croire sur le plateau que quand on travaille au Cameroun, on est patriote. Je veux quand même rappeler que pour cette année scolaire, je sais que comparaison n'est pas raison, en France, le président de la République de France, le président Macron, a relevé de 85 € le salaire du personnel enseignant, c'est-à-dire relativement 123 000 francs. Et a ramené la formation des enseignants post-bac. C'est-à-dire qu'après le bac en France, vous pouvez bien sûr que la mesure est discutée aujourd'hui. Mais au Cameroun, on a commencé la rentrée par la grève. Les amis de Kedia sont en train de nous nourrir à la tasse et à la soupe du patriotisme. Un peu comme si quand vous allez au marché, vous vous placez devant une commerçante. On vous dit, ce kilo de poisson coûte 3 000 francs. Vous présentez la note qui déclare votre patriotisme qui a été signé par le président de la République. Le patriotisme ne paye pas les factures des gens. Il faut avoir le courage de le dire. Quand c'est bien ailleurs, il faut dire que c'est bien. Et pour vous qui avez l'habitude de voyager, vous voyez ce qui est bien ailleurs, venez aussi implémenter cela ici. Qui vous dit que nous n'avons pas aussi besoin de cet argent-là dans nos salaires? Donc moi je reste convaincu que les enseignants ne partent pas de gaieté de cœur. Ils sont purement et simplement chassés. Pour ceux qui ont décidé de faire du Cameroun le champ de patates. Okay. Robert Kedia. You see, my co-panelist will say what he wants to say. He sounds much more like a politician rather than an intellectual or a teacher. As you say it, those that are in Cameroon are patriotic citizens because they want to save their nation. My co-panelist here in front of me, when you see his watch worth hundreds of thousands. I don't think he lacked money to go to Canada, but he's in Cameroon because he likes Cameroon. However, he's not happy. He's not happy with certain things that is happening in Cameroon. It's his right to revindicate, to say, hey, the government, I am not satisfied with this. I want this to be done. And that's what he is doing. But I don't think he lacks money to go to Canada because he has the money, but he loves his nation. And there are some people that we all know we should not be hypocritic. There are some people that came to this our profession. Il a dit que ça fait 10 ans qu'il est là. Mais il ne sont pas. C'est pour ça que je suis en train de non, il a dit qu'il n'est pas satisfait. Il n'a peut-être pas bien suivi. Non. Il n'est pas satisfait, oui. Mais il est au pays. Non, il est satisfait. Il a peur de faire 19 mois comme moi dans le métier. Il est encore au pays. Il est encore au pays. Il est en train de s'exprimer ce mécontentement. Il est encore au pays. Voilà, c'est mieux dit. Il aime son pays, il exprime ses mécontentements. Il est au pays, oui. Mais lui... J'ai eu moins de partis. Non, si vous voulez partir quand même, regardez une montre de plus de 100 000 que vous êtes en train de porter là-bas. Il fait que je continue. When you look at all this situation that we are talking about, we are teachers. We know that there are some people that came to the field because they just came to have matricle. And we know that there are teachers that love the profession. And those that love the profession are there and they are teaching. I am not saying that the situation is not perfect. Non, je ne dis pas que non, tout se porte bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a certains Camerounais qui aiment les pays. Qu'eux ont les moyens là pour voyager, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils aiment les pays. Et eux, tous les autres là même qui partent, ils vont toujours rentrer au Cameroun parce que le Cameroun nous appartient nous tous. Donc on doit se battre pour construire notre pays. Talking about what my co-panelist here was talking about, that it was not the right time for Professor Nalova Lyonga to bring out this. That is even what is more frustrating, to get this from a teacher. We teachers, we are complaining that money is not being paid. And we have 1,000 something teachers that have gone to the diaspora and their money is still passing. That they need to block their money and pay those that are there in the country so that they have good salary. But you see somebody that says he's a teacher with moral value, with moral decadence, will say it's not the right time to expose those that have traveled abroad and their salary is still passing. Is that really the moral value as teachers that will teach our compatriots that are in their home and they are watching at us? No, we should say things the way they are. It is true that in that list there are some mistakes of those that are there. That's why the minister says they have 14 days to come and present themselves. And we all know, anybody that is hypocrite, we know that people have gone out of the country. And it's our place for us to denounce them. Because we should not be patriotic citizens. We are in Cameroon, we are working. And somebody has gone to the diaspora.
and he still collects salary. No, we are supposed to denounce them because those people that that have gone out of the country, their salary is supposed to be cut, and that is what the government even can use to pay our debt as teachers, as we are asking to the government. So those are the things we should say. We should not say it's the wrong time. No, see, I am one of those that know that this strike really has had an impact. Are you people aware that the posting from students from ENS and SECT and the rest, it just came out today. They graduated last month, and not up to 1 month, they have their posting that have come out, and their documents have been managed in Minifropa. So you see that the government is doing... parce qu'il y a la grève. Pardon? C'est parce qu'il y a la grève. It's your opinion. But when something good is done, we should appreciate that. Okay. Ils font sous pression. Ils n'ont pas la volonté d'arranger la situation de l'enseignant. On a fait. Est-ce qu'on est un pays où on a amené le gouvernement, c'est pas la force. Non, il faut qu'on force le gouvernement à prendre des initiatives claires concernant quelque chose de bien. Monsieur, on a fait quelque chose de bien. On dit, tu dois donner les raisons négatives que c'est par rapport de la c'est pas par rapport de la grève, monsieur. Il ne faut pas que tant que quelque chose du bien est fait, on doit donner les raisons pour le critiquer. Non, qu'on a fait quelque chose du bien parce qu'il y a du grève. Non, c'est pas ça. Quelque chose a été fait. Et on doit dire que bravo. Et on dit au ministre de continuer. Bravo. Ils ont été formés pour quoi? Pour être affectés, non? Est-ce qu'on a des féliciter pour ça? Eric Pépin, sur le constat. Là, ils sont formés, doivent être affectés. Normalement, ça n'a pas besoin d'être félicités. On sent un véritable malaise et cette envie de partir pour beaucoup. Est-ce que comment faire pour arrêter la série, pour stopper cette série? Je pense que si le Cameroun avait été aux encablures de la Méditerranée, le pays se serait vidé. En dehors des enseignants? En dehors des enseignants. Parce qu'en réalité, la plupart des Camerounais... Même des gouvernants? Non, en dehors des gouvernants. Ah, bon. En réalité, la plupart des Camerounais ont cette propension à aller découvrir l'ailleurs. Peut-être c'est par snobisme ou peut-être c'est dans une logique du concept de la peau blanche qui forcément a mieux structuré son espace social. Mais de manière triviale, il y a un mal-être qui pousse naturellement les Camerounais à immigrer. Il ne faut pas oublier que la migration fait partie de l'évolution du monde. Point de race que d'être humain. La notion de race est aussi tributaire du fait que les hommes se sont déplacés d'un endroit à un autre à la recherche des meilleures conditions de vie. Je ne sais pas pourquoi l'enseignant devrait se soustraire de cette dynamique qui est humanitaire. Donc, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose si les enseignants du Cameroun partent vendre leurs services ailleurs, là où on peut mieux les rémunérer, étant donné que nous sommes dans des dynamiques circulaires, c'est-à-dire les gens vont et reviennent. Ils vont chercher la richesse pour rentrer, investir sur les territoires. Maintenant, moi, je réagis sur les propos de Raoul tout à l'heure qui disait que la publication des listes des enseignants par la ministre Nalova était un désordre. Je souscris à cela parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement camerounais a lancé depuis près de 5 ou 10 ans ou 6 ans maintenant un programme de comptage, d'identification des physiques, de digitalisation. Voilà. Je pense que dans le procédé de ce travail, de ce projet, il n'a jamais été question de publier les noms de ceux-là qui étaient sortis du fichier des fonctionnaires. C'est la première fois. Voilà. Et or, à l'intérieur, on a une structure macro, donc on a une grande quantité de non-fictifs, plus ou moins, des personnes qui ne sont plus sur le territoire, qui n'ont pas été identifiées, mais ça n'a jamais été publié. Donc, si la ministre fait cette publication des 1571 enseignants, c'est justement pour passer notre message, parce que nous sommes en politique. Tout acte posé en milieu public doit être interprété sur le prisme d'une politique, d'un message qu'on envoie forcément soit à l'employeur, le président de la République, soit aux nombreux revendicateurs que sont les enseignants. Autre chose, et je souscris à ce que Raoul disait, sur cette liste, j'ai 2 de mes collègues avec qui j'ai enseigné qui ne sont pas là. Il y a une qui s'est installée au Dakota du Sud, il y a plus de 7 ans, son nom ne figure pas. Il y a un qui s'est installé en France il y a moins de 2 ans, son nom n'y est pas. Ça veut dire que quel que soit le cas, c'est un travail qui n'est pas rationnel. Il a été fait à la va-vite pour servir forcément les intérêts, comme je disais tout à l'heure, des officines, des lobbies de pression. Donc, il faut Raoul lui dit qu'il y a des gens qui sont là, au Cameroun, mais dont les noms figurent. C'est la même chose. Tout comme il y en a qui sont partis et qui ne sont pas dans cette liste. Oui. Moi, je cite 2 personnes avec qui j'ai travaillé, qui ne sont pas sur cette liste, mais dont les soldes ont été suspendus. Parce qu'il faut le préciser. Donc maintenant, quelle est l'information qu'on veut faire passer?
C'est-à-dire il y a des gens qui sont sortis du pays, mais leurs noms ne sont pas sur cette liste-là. Et d'autres qui sont en poste et qui se retrouvent à l'intérieur. C'est un travail d'amateur. Certains sont en pousserie. On demande de venir avec les documents à Yaoundé, alors qu'il y a la délégation régionale des enseignements secondaires à l'extrême nord. Voilà. Mais quand même, on n'a pas dit que tout le monde dans ce lit s'est sorti du pays. On connaît qu'il y a ce pays. On a dit que vous avez 14 jours de venir nous présenter. On a donné 14 jours. L'intitulé de la liste, c'est les 1571 enseignants qui sont hors du pays et qui sont considérés comme étant l'abandon de poste. Déclarés en position d'abandon de poste. Donc je vais dire, c'est un travail d'amateur qui a été fait à la va-vite et qui ne répond à aucun canal de nature à ce que on puisse envoyer, en fait, de nature à ce que les conseillers puissent comprendre effectivement ce que la ministre voulait faire passer. Oui. Donc, il faudrait qu'on comprenne que la situation d'enseignants au Cameroun est une situation de précarité. Tu l'as dit tout à l'heure, je ne me fais pas passer comme celui qui ne défend pas leur mouvement, bien non. Nous sommes dans une situation précaire. Déjà, les enseignants se plaignent sur plusieurs aspects, les conditions de travail et la qualité des programmes qu'ils les ont proposés. Pour la plupart, nous sommes dans des programmes qui ne correspondent pas à la réalité sociologique et à l'évolution de notre environnement. Là, peut-être, ça ne revient pas parce qu'on reste sur les conditions salariales, sur la prise en charge, ainsi de suite. Mais on peut également faire des grandes émissions sur le contenu des programmes. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Est-ce qu'ils comprennent là où on veut les mener? Mais c'est également la responsabilité du gouvernement parce qu'il ne faut pas qu'on reste cantonné seulement sur l'argent, étant donné que ce qui fait même l'outil de l'enseignant n'est pas remis en jour. Les enseignants n'ont jamais été associés dans le cadre de la conception des programmes qui répondent aux besoins de développement, comme ça se fait dans la plupart des pays en développement. On nous a placardé le système APC, qui est une pâle copie. Tantôt on parle du système canadien, tantôt le système belge, tantôt le système marocain, et qui ne s'applique pas dans notre environnement. Donc, il est totalement vide. Ça, c'est une autre émission. Voilà. Système APC, système lacuné est vide. Non, ça c'est une autre émission. Oui, je voudrais seulement que ça soit sûr qu'en dehors des revendications propres qui sont posées, qui ont trait notamment à la situation de l'enseignant et aux revendications liées à l'argent et tout ça. Il y a également les systèmes scolaires qu'on a interrogés. Parce que ce que sur les sanctions qui bon, maintenant sur les sanctions, je voudrais... De plus en plus dur. Parce que, comme j'ai dit, sur les sanctions, ça va de manière... crescendo. Voilà, on est passé d'un redéploiement. Maintenant, c'est suspension de solde. Oui, je voudrais dire que, je vais le répéter, que les mesures d'embastillement et de musellement que l'autorité administrative tend à utiliser pour étouffer le mouvement de grève ne vont pas marcher. Ou alors ça va même produire un effet boomerang. Parce que si ça ne radicalise pas davantage, ça va faire en sorte que nous, enseignants, qu'on trouve d'autres moyens pour s'en sortir, tel que voulait le tracer, n'est-ce pas, Raoul. Je voudrais envoyer une nouvelle à ces aînés, à ces parents. Premièrement, ils ont des enfants dans leur famille qui sont certainement enseignants. Donc, ils ne sont pas ignorants de ce que nous vivons, le martyre que nous vivons dans la profession. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, nous avons des enfants à la maison, que nous envoyons à l'école aussi chaque jour, qui partent à l'école chaque jour. Vous avez donc votre premier fils qui va à l'école et il va à l'école à pied. Et il dit, papa, vraiment, moi je ne veux plus aller à l'école parce que chaque fois que je rentre, j'ai les vertiges parce que depuis le matin, je n'ai pas mangé. Il me faut du pain, au moins le matin, pour mettre dans mon sac, je vais aller manger à l'école. Et l'enfant pleure, il vous dit, papa, pardon, je ne veux plus. Je ne veux plus marcher à pied parce que je n'ai rien à manger. Mettez-moi du pain dans le sac pour que je n'ai pas les vertiges à cause de la faim. Mais au lieu que vous parents, vous trouvez les moyens pour donner du pain à votre enfant, vous prenez la chicotte, pour chicoter, va à l'école. Va vite, mais plutôt voir ça à la maison. Comment ça à sourire? Est-ce que la solution de l'enfant qui pleure de faim parce qu'il n'a rien mangé, c'est de lui donner la chicotte aux fesses? Donc, est-ce que le gouverneur prend donc la chicotte pour taper sur les enfants qui demandent que, pardon, payez-nous, donnez-nous de l'argent parce que nous travaillons dans des conditions extrêmes de précarité? C'est tout demandé. Et moi, je suis surpris lorsque j'écoute mon frère Kezia, vraiment qui parle avec des éloges comme surprenantes sur la profession des enseignants. Mais tous les enseignants qui travaillent aujourd'hui sont des jongleurs. S'ils ne font pas la moto, ils font les champs, ils font le taxi, ils font les photocopies dans les campus. Ils sont conducteurs de Yango. C'est ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il est surpris que je porte même une montre, parce que c'est la preuve que nous sommes dans une situation d'une extrême pauvreté. Parce s'il avait été ici en face d'un jeune douanier de son âge, ou je ne sais pas moi, de quelqu'un d'autre, il n'allait pas être surpris.
que le douanier porte ne serait-ce qu'une petite montre. Vous voyez donc jusqu'où on a ramené l'enseignant. Donc nous avons donc le devoir, nous, de continuer à nous battre pour redonner, n'est-ce pas, les lettres de noblesse à la profession telle que le président de la République l'a toujours prescrit. Oui, Raoul Lonson, rapidement. Alors, justement, pour se battre, chers camarades, je parle donc à tous les enseignants. On doit se mobiliser parce qu'on est en guerre. On doit mettre sur pied. Arrête la fête du guerre. On doit mettre sur pied. Il faut respecter ça. Laissez-moi dire la vérité à tous les enseignants qui m'écoutent. Maintenant, nous avons besoin de solutions. On a coupé les vivres à nos camarades. On doit mettre sur pied un fonds de résistance pour donner à manger à nos camarades, pour leur permettre de se loger, d'envoyer leurs enfants à l'école et de se soigner. Je peux vous assurer, nous sommes 90 000. On peut commettre, n'est-ce pas, un cabinet pour faire ce travail. Dans ce fonds, si chaque enseignant ne mettait que 1000 francs, ça fait 90 millions chaque année. Je peux vous assurer que si nous avons 90 millions dans la cagnotte, mettons même 50, un administratif, avant de s'asseoir chez lui, peut-être en sirotant du bon vin, avant de signer un papier, va se rappeler que s'il prend l'engagement de demander la suspension de solde d'un enseignant, il ne va travailler qu'à raviver la flamme. La flamme ne doit pas s'éteindre. Les enseignants doivent se surpasser. 1000 francs, 2000, 3000. Je pense que le débat est ouvert. Et dans les différents forats, on doit essayer, n'est-ce pas, de discuter de cette question-là. Parce que quand il n'y a pas les moyens, les gens sont tentés à autre chose. Voilà le message que je voulais porter aujourd'hui. Cameroon belongs to us and we are the one to construct Cameroon. It is true that those powerful countries will give opportunity for many people. We will be saying that teachers are going out of Cameroon, but we've seen it in Zimbabwe where nurses were being taken out of their country until a law was put in place to block nurses from being taken. Those superpowers, they always come to do some brain drain. They will be coming to do a brain drain. So I'm telling teachers as intellectual, you go to the Canada, you come back and meet the same problem. We are to work together to build our country and not run and think that another person will build your country so that you should come after. So we are calling for us to be together and build our country, not only for ourselves, but for our grandchildren that will come when we are not there. Je pense que la suspension de solde est une mesure très sévère. Il faudrait qu'on passe... On est en train de sortir, là. Oui. On n'est plus là. Il ne faudrait pas que ce soit en contradiction avec ce que prend le gouvernement, notamment le dialogue. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7 ministres qui sont déportés devant la presse pour essayer d'expliquer pourquoi il y aurait des retards par rapport à la résolution des problèmes des enseignants. Donc maintenant, quand on passe de la phase de dialogue à la phase de réflexion, parce qu'en réalité, les gouverneurs, que ce soit de l'Adamawa ou du Nord, n'étaient pas dans cette concertation. Donc il faudrait qu'on continue à crédibiliser le dialogue. Et n'oublions pas, les enseignants, c'est à peu près 170 000 personnes qui... C'est une autre république, l'Adamawa et le Nord? Non, il ne faudrait pas qu'ils soient en marge, et c'est que... Non, les ministres se sont assis, 7 membres du gouvernement se sont assis, et on a suivi ce qu'on a suivi. C'est ce qu'ils sont dit que... Pourquoi vous voulez... Vous dites qu'ils n'étaient pas là. C'est pas des dit qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Non, c'est pas ce que vous n'avez pas suivi. Ils sont dit ceci, c'est qu'ils n'ont pas de droit d'aller à l'encontre de ce que leurs collaborateurs ont pris comme engagement. Donc la mesure de répression, suspension de sol, redéploiement ne participe pas à résoudre le problème. Au contraire, ça va se complexifier le problème. Les enseignants, c'est à peu près 170 000 sur les 325 000 que représentent les fonctionnaires. C'est une force importante qui peut handicaper forcément le fonctionnement de l'État du Cameroun. Oui, les collègues qui sont dans les situations difficiles ne sont pas abandonnés. Les syndicats traitent leur cas avec sérénité et les mesures du gouvernement ne sont pas exemptes de toute attaque. Le décret dit le fonctionnaire a la possibilité de contester la décision de sanction devant le tribunal administratif. Merci, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir, PK17. Le fonctionnaire a le droit